Donc du coup, je me présente, je suis Angélique Bouzon, donc je suis chef de service à la Maison départementale de l'autonomie, donc j'encadre le service senior adultes vulnérables et l'accueil familial adulte. Et c'est à ce titre effectivement que notre service intervient régulièrement dans la réception et le traitement des signalements dans l'organisation départementale. Donc je suis accompagnée aussi de collègues, donc si je sèche, j'irai les chercher dans le public. Mais voilà, l'idée c'était de pouvoir vous présenter un petit peu l'organisation en tout cas départementale qui est choisie. Donc l'idée, la maltraitance. Donc avant de vous définir un peu la maltraitance, on peut aller sur le slide d'après. C'était d'abord rappeler qu'il y a quand même un travail de... Alors même si des fois sur le terrain on a quand même le sentiment que TPA, PH, les choses peuvent tarder un peu à se mettre en place. Et des fois on est dans l'attente d'évolution législative ou autre. Aujourd'hui on a quand même un travail qui est mené par notre gouvernement autour des adultes vulnérables. Et il y a tout un travail qui commence déjà en 2020 dans une recherche de vocabulaire commun, de consensus entre les différents professionnels pour qu'on puisse à un moment aborder les mêmes choses et pouvoir appeler voilà, un adulte vulnérable, c'est qui, pourquoi il est vulnérable, qu'est-ce que la maltraitance. Et l'idée c'était de pouvoir atteindre en tout cas une définition commune. Donc dès 2020, il y a toute une démarche nationale qui a été proposée. J'ai mis un petit peu les temps forts qui ont pu être faits ces dernières années. Donc effectivement, on a eu donc les états généraux de la maltraitance, tout un travail qui a été mené par le gouvernement d'aller interviewer, questionner les professionnels sur le terrain, le public concerné, leurs aidants également. En tout cas, tout un travail qui a été mené pour aller recueillir de la matière et pouvoir proposer des dispositifs adaptés aux besoins des différentes personnes concernées. Donc vraiment, j'aurais dit, l'idée c'était vraiment d'aller chercher sur le terrain les pros, les personnes en situation de handicap ou en situation de vulnérabilité et aussi tous les aidants ou les différents non-professionnels qui peuvent agir autour d'eux. Il y a eu aussi toute une enquête qui a été menée auprès des citoyens où on allait interroger les Français sur leur façon de voir la maltraitance, de percevoir la maltraitance, et ce qu'ils étaient inquiets pour eux ou pour leurs proches. Et c'est vrai que ça a donné déjà un certain nombre de réponses, et en tout cas révélé que ça pouvait être une préoccupation de notre territoire, enfin en tout cas des Français aujourd'hui, chose qu'on ne pouvait pas toujours mesurer. En tout cas, beaucoup de personnes sont préoccupées par leur propre vieillissement ou leurs propres difficultés éventuellement qui pourraient arriver. Idem, pareil, un travail là qui a été fait avec les départements, donc un travail avec les professionnels où on est allé interroger et regarder comment étaient traités les signalements, comment étaient traitées et appréhendées les situations de maltraitance et de vulnérabilité dans les différentes institutions, donc à la fois au niveau des départements, à la fois au niveau aussi des communes. A été interrogé les services de gendarmerie, les services de police, les services de justice également. En tout cas, voilà, beaucoup de professionnels ont été interrogés pour faire part de leur organisation et peut-être tendre à un moment à une organisation commune. Donc la loi Bien vieillir arrive aussi dans ce contexte en 2024 et tout un pan de la loi est aussi sur l'aspect maltraitance, comment mieux signaler les maltraitances. De la même façon. Donc là, on a mis effectivement quelques points phares de la loi sur cet aspect lutte maltraitance. L'idée à un moment de cette loi et de notre gouvernement, c'est peut-être à un moment d'atteindre une cellule de recueil des informations préoccupantes ou des signalements, parce que là, on voit aussi qu'on a un problème de vocabulaire à différents moments. Et l'idée, c'est d'arriver à une cellule par département qui serait en tout cas organisée à la fois par par les départements, par l'ARS et par les préfectures. Et qu'on puisse avoir un outil commun, c'est-à-dire qu'on puisse croiser à un moment les données, les personnes qu'on puisse rencontrer et être dans une meilleure prise en charge de ces personnes avec une meilleure collaboration et en tout cas dès que nos missions puissent s'imbriquer et qu'on puisse faire agir chacun en fonction de nos missions et pas se marcher sur les pieds ou en tout cas permettre aux personnes de se repérer aussi dans tous ces dispositifs. Donc on attendait des nouvelles pour fin 2024, on est en novembre, donc ça sera peut-être fin 2025. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas. Nous, on s'organise un petit peu déjà, on commence à attraper un peu des choses avec l'ARS et de se dire à un moment qu'il faut qu'on travaille sur des outils communs. Donc on a commencé à avoir une boîte commune, une boîte mail commune de recueil. On essaye de prendre un peu d'avance dans une habitude de travailler ensemble déjà parce que c'est pas forcément le cas
aujourd'hui. Et à l'échelle du département, nous, on dépend donc de la direction des solidarités, qui s'occupe des publics les plus vulnérables, mais on a besoin d'aller chercher nos collègues qui travaillent sur les dispositifs insertion ou sur les dispositifs logement et qui sont également amenés à rencontrer des publics vulnérables. Donc déjà un gros travail de coordination en interne pour qu'on puisse travailler ensemble en bonne intelligence. La définition de la maltraitance, donc du coup, a commencé à être travaillée en 2020. Juste préciser que c'est donc aujourd'hui, on a une définition qui donc effectivement repose donc sur 2 partis pris. L'idée c'était d'avoir un ancrage de cette définition sur un aspect plus européen. En tout cas qu'on puisse à un moment s'ancrer dans les différents travaux qui avaient pu être menés par l'ONU ou en tout cas au niveau de l'OMS également sur cette question de la maltraitance. Et le deuxième niveau, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'était pouvoir associer tous les différents acteurs dans ces situations de maltraitance, donc à savoir à la fois les professionnels, à la fois plutôt le côté scientifique et recherche, et également pareil au niveau des institutions ou autres et des pratiques. Et on allait utiliser effectivement l'expérience des différents proches et différentes personnes qui entourent les adultes vulnérables et s'appuyer de leurs connaissances à des moments. Une approche qui est doublement transversale, ça veut dire que cette définition, elle s'applique à la fois pour des situations qui sont au domicile, mais aussi dans des situations qui se trouvent dans les établissements. On dit transversale aussi, je le redis là, même si on le verra plus tard, c'est une définition qui s'applique à la fois pour les mineurs et aussi à la fois pour les majeurs. L'idée, c'est quand on reconnaît le statut de maltraitance, ça marche qu'on soit dans un établissement, chez nous, majeurs, mineurs, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes lambda à des moments, dans des moments plus complexes de vie. En tout cas, voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment une approche plus globale. Et cette définition nous permet un peu de mieux différencier les concepts de vulnérabilité et de maltraitance. Sur les définitions des concepts, ce qui est important d'entendre là, je ne vais pas tout vous relire les définitions, mais l'idée c'est d'entendre à un moment aussi que autant la maltraitance, on arrive sur une situation qui peut être nommée, avérée, avec des faits concrets qu'on a pu repérer. Donc une situation qu'on a besoin de traiter à un moment, à un instant. La vulnérabilité, on l'entend plutôt comme un état de quelque chose qui est réversible. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne peut se retrouver effectivement en situation de vulnérabilité, mais ce n'est pas dû qu'à sa position ou à ce qu'elle est. C'est-à-dire parce qu'elle est handicapée, parce qu'elle est âgée, parce qu'elle est seule ou parce qu'elle peut être plus fragile. C'est aussi lié à tout son environnement et à tous les facteurs environnementaux ou de relations qu'elle peut avoir avec ses différents proches. C'est-à-dire qu'on peut être en situation de handicap et ne pas forcément être vulnérable au sens qu'on l'entend dans la loi, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre son handicap et être très bien accompagné dans les différents actes de la vie. Et à la fois, quand on est en situation de handicap et qu'on se retrouve avec des membres de la famille qui peuvent être violents ou un environnement précaire ou sur le plan financier ou intellectuel, peu importe, là on peut avoir des personnes qui se retrouvent effectivement en situation de vulnérabilité parce que l'environnement ou les proches ne sont pas en mesure ou ne veulent pas répondre à ces besoins. C'est bon pour vous? Ça va un peu vite, mais on aurait pu faire une journée sur une thématique comme ça, je pense. Voilà, donc la définition de la maltraitance. On va la lire quand même ensemble pour qu'on puisse un peu se l'approprier. J'ai fait un autre slide après, juste normalement, voilà, où en fait chaque mot de cette définition a été redéfini, effectivement, bien nommé, expliqué. Donc tous les termes sur lesquels il y a un numéro à chaque fois, on retrouve dans les différents documents nationaux qu'on pourra vous faire passer la définition de ces différents concepts. Parce que comme je le dis, tous ces concepts s'adaptent à la fois à l'adulte, à l'enfant, à l'établissement ou au domicile. Donc, il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux, à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance. Là, on retrouve le principe aussi de l'environnement qui peut être compliqué. Relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Donc, les situations de maltraitance peuvent être donc ponctuelles, durables, intentionnelles ou non, et leur origine peut être individuelle,
collective et institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent avoir différentes formes multiples et associées au sein de ces situations. Donc chaque terme après est décrit, qu'est-ce qu'on entend par porter atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux. Bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir développer ces concepts, mais c'est des documents qu'on pourra vous faire passer pour, voilà, si ça vous intéresse. Donc effectivement, voilà, tous ces mots peuvent être repris et ça permet d'ajuster effectivement dans cette définition ce qui est de l'ordre des moments institutionnels ou des fois du domicile. Ce qui est important de préciser, c'est qu'effectivement, pour caractériser la maltraitance, on retrouve 7 dimensions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on croise une personne, on peut se poser la question de savoir si elle est en situation de maltraitance ou non. On doit pouvoir s'interroger autour de ces 7 notions. Donc aujourd'hui, la typologie de maltraitance, on ira un peu plus dans les détails. Ensuite, on va pouvoir déterminer la typologie aussi donc la typologie de la maltraitance. Donc le slide d'après, on peut y aller, on reviendra après en arrière. Quand on parle de typologie de maltraitance, c'est quel type de maltraitance on parle? Est-ce qu'on a repéré de la maltraitance physique, de la maltraitance sexuelle, psychologique, matérielle et financière, ou plutôt des négligences, des discriminations ou exposition à un environnement violent. Donc il y a des termes qui parlent d'eux-mêmes sur de la maltraitance physique, sexuelle, psychologique, matérielle et financière. Chez nos seniors, on peut retrouver beaucoup ces situations où il y a les enfants ou les petits-enfants qui se servent dans les biens ou dans les comptes en banque, ou qui ne rendent jamais la monnaie des courses quand on en donne beaucoup. Enfin voilà, ça peut être aussi ça déjà une maltraitance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne n'a pas donné son accord, elle se retrouve en situation d'acceptation de faits compliqués. Négligence, abandon, privation, on peut avoir aussi là du public tout simplement épuisé à des moments et qui n'arrive plus à répondre aux besoins des personnes. Quand on parle de maltraitance, toujours un gros mot, mais on peut aussi avoir des gens qui ne sont pas forcément maltraitants sciemment et qui par épuisement ou par méconnaissance peuvent se retrouver dans des situations où ils maltraitent effectivement la personne dont ils s'occupent. Donc négligence, abandon, privation, on peut retrouver effectivement des difficultés à assurer des repas quotidiennement. Poser un plateau devant une personne qui n'est pas capable de servir de ses deux mains, c'est de la maltraitance. Ne pas l'aider à aller jusqu'au bout de l'action. Il ne suffit pas de faire à manger pour dire qu'on est bon. Enfin voilà, c'est pour donner un petit peu des exemples. Discrimination, on peut aussi à un moment subir des discriminations du fait de son handicap ou de son âge, mais aussi au sein de sa famille. Les hommes d'un certain âge n'ont pas le droit à la parole, ou les enfants de tel âge, ou après ça peut être discriminant sur l'âge ou le sexe des gens. Et pareil, l'exposition à un environnement violent, on peut retrouver, là je vais prendre un autre exemple de senior, on peut avoir par exemple une personne âgée qui vit avec ses petits-enfants et sa petite fille qui est en couple, et on se retrouve dans une situation de violence conjugale importante, donc la personne âgée se retrouve un peu coincée dans cet environnement. Donc c'est aussi une forme de maltraitance que de laisser une personne fragile, ou en tout cas en situation de vulnérabilité, dans des environnements non propices. Et on reprend un peu ce qu'on disait au début, c'est que la situation de vulnérabilité, elle dépend aussi de l'environnement dans lequel elle se découvre. On avait fait un petit focus, alors ça c'était avec les collègues de la gendarmerie, qu'on avait pu un peu essayer d'expliquer la différence entre information préoccupante et signalement. Il était important parce qu'on retrouve des fois aussi ce vocabulaire dans les dispositifs enfance ou en fait pour d'autres collègues qui travaillent là-dessus et c'est jamais évident de le déterminer. L'information préoccupante, c'est pas forcément un terme juridique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est préoccupé par une situation. C'est vraiment, on est au sens de la définition de la sémantique. On est inquiet pour la situation d'un adulte et du coup on alerte sur une situation, on met la lumière sur une situation et ensuite on va étudier un petit peu tout ce qui peut... on va aller étudier l'environnement de cette personne et la réalité de sa situation. Ça, on y viendra après dans l'organisation départementale. À l'inverse, le signalement, c'est une existence légale. Et donc ça, c'est quand on signale directement au service de justice. On est dans une dynamique où on fait un signalement. Et ça correspond au fait d'aller saisir les services de justice et pas forcément. Donc on a là, à ce moment-là, en tout cas, normalement, on a des éléments, en tout cas factuels, et des éléments qui sont répréhensibles sur le plan pénal quand on vient signaler à un moment des situations.
Donc pour apprendre tout ça en un peu plus de 10 minutes, si on a envie de travailler un peu tout ça, il y a le gouvernement qui propose une formation en ligne qui est extrêmement bien faite parce qu'elle se fait par module court, donc on n'est pas obligé d'avoir une formation de 2 heures tout de suite, mais après on peut aller faire des petits modules sur des thématiques qui nous intéressent, s'interrompre et reprendre un peu comme on veut. Et ensuite des pages aussi qui répertorient les différents acteurs qui peuvent agir dans notre environnement, dans notre département, dans notre secteur, sur les questions de maltraitance. C'est pas hyper à jour. Quand on regarde quand même sur le site sur l'État, c'est compliqué pour eux d'aller alimenter effectivement sur chaque territoire. Mais globalement, on retrouve quand même les acteurs principaux qui, eux, sont capables après de réorienter les publics vers d'autres dispositifs nouveaux ou moins connus. Notamment, on va retrouver nos collègues de ALMA à ce moment-là, ou en tout cas même le conseil départemental. Comment faire un signalement à la justice, on retrouve quand même l'essentiel. Mais c'est pas non plus un super répertoire. Voilà, je préfère le dire parce que ça tend à s'améliorer, mais je ne sais pas si c'est possible à l'échelle d'un pays d'avoir ça, même si on s'y met tous. Et après, l'idée, c'était plus de vous présenter le cadre, l'organisation donc effectivement départementale dans la Drôme. L'organisation départementale, on peut aller du coup sur la suite encore. Voilà. Pour notre département, la Drôme, la question des adultes vulnérables et de la maltraitance, c'est une priorité. En tout cas, c'est un axe de travail qui est valorisé, qui fait partie des actions des solidarités et dont nos élus et notre présidente tiennent à ce que ça puisse continuer à se développer. Et ce qui est demandé du coup au département, c'est d'aider au maximum à coordonner les actions. Alors de prévention, c'est un peu vieux parce qu'on était sur le schéma des solidarités jusqu'en 2024, mais pas que. De connaître les acteurs, d'essayer de s'organiser entre nous pour que le traitement et le parcours d'un signalement puissent être à un moment plus fluide et qu'on puisse à un moment ne pas perdre soit la personne qui est signalée, soit même le signalant. Quand à un moment on lui fait répéter dans plusieurs instances et plusieurs lieux. Donc l'idée c'est qu'on puisse travailler en tout cas à une meilleure coordination des acteurs. Alors on ne le fait pas tout seul, on a un grand groupe départemental, on peut aller sur le slide d'après. On a un groupe départemental qui a été déjà mis en œuvre déjà depuis un certain nombre d'années, c'est vieux. Je repense à notre collègue Annick Bertrand, on était déjà sur, quand on a ouvert les portes à l'APA, la prestation pour les personnes âgées donc de maintien à domicile, quand elle a été rendue obligatoire en 2002-2003, je ne sais jamais trop mes dates, mais là on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de personnes en situation de vulnérabilité, maltraitance, en situation délicate. Et là est né un moment de se dire il faut qu'on puisse travailler mieux avec ces publics, mieux les identifier et pouvoir avoir une réponse adaptée, pas la réponse lambda qu'on fait à tous seniors, mais avoir une meilleure réponse. Donc ça date, et aujourd'hui c'était un groupe qui avant Covid et même après Covid a pu reprendre, où on peut réunir l'ensemble des professionnels du territoire du champ de l'autonomie. Donc peut-être que certains d'entre vous ont participé déjà aux travaux, on retrouve des collègues des travailleurs médico-sociaux, on retrouve les professionnels de la santé, les mandataires judiciaires, on retrouve aussi tous nos collègues, tous les services de justice, de gendarmerie, de police nationale, du SDIS, des pompiers. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir une représentation de l'ensemble des professionnels pour pouvoir mieux travailler nos circuits et nos organisations. Donc c'est vrai que sur 2019-2024, on s'était centré sur 3 objectifs qui étaient effectivement de mieux faire connaître déjà la maltraitance et puis que les gens puissent être plus formés sur cette thématique pour mieux la repérer et permettre qu'on ait un meilleur partenariat sur le sujet. Donc au niveau de l'organisation départementale, donc notre département confie le traitement des situations de vulnérabilité maltraitance à la maison départementale de l'autonomie. Donc je vais dire plus couramment la MDA, ça ira plus vite à des moments. Donc la MDA est faite de plusieurs services. On a un service qui s'appelle, celui dont je viens de présenter, le service senior adulte vulnérable, qui traite effectivement les demandes APA et tout un tas d'autres choses, mais sur la vulnérabilité maltraitance. Voilà nos 3 axes de travail. On doit traiter toutes les situations individuelles qui sont portées à notre connaissance. Au niveau de l'organisation départementale, toute structure qui va recevoir un signalement va aussi nous le transmettre ou le porter à notre connaissance. C'est-à-dire que si demain les centres médico-sociaux
où les professionnels de l'insertion du logement dans leur situation rencontrent des personnes en situation de vulnérabilité maltraitance, elles font remonter l'information au niveau de la maison départementale de l'autonomie. Et on est, la MDA, l'interlocuteur unique, après, au niveau départemental, avec les services de justice, les services de police aussi, dans une certaine mesure, pour les situations les plus complexes. Mais en tout cas, voilà, pour faciliter le partenariat, on parle d'une voix. Donc le groupe départemental et le partenariat, ce que je disais un petit peu avant. Là, je crois que je vous ai présenté un logigramme, je crois, après. Donc, quand on reçoit une demande, voilà, en tout cas une information préoccupante, comme quoi quelqu'un se retrouve en situation de maltraitance ou autre, c'est systématiquement renvoyé donc sur la maison départementale de l'autonomie, sur le service senior adultes vulnérables, qui est organisé en 4 pôles. 4 territoires, donc comme on les connaît, Grand Valentinois, Vallée de la Drôme, Drôme provençale, Drôme Nord, un responsable sur chaque pôle qui à un moment analyse la demande qui vient d'être reçue. Une fois analysée cette demande, on a 3 choix. Soit la situation est très grave et comporte des éléments répréhensibles sur le plan pénal, on transmet tout de suite au procureur de la République. Rien de grave, en tout cas pas tout de suite. Parce que quand on dit classement sans suite, c'est quand même classement des fois dans notre bureau, dans un endroit pas très loin, parce qu'on sent qu'il y a des faisceaux, il y a des signes. Mais ce n'est pas tout de suite possible de le signaler à la justice ou en tout cas d'agir. Des fois aussi parce que les personnes ne veulent pas qu'on agisse pour elles également. Et sinon, on a un peu la solution du milieu, après, qui est l'orientation vers nos collègues du centre médico-social, parce que nous, à un moment, on va analyser la situation. Mais quand il va falloir aller gratter sur le terrain, aller faire une évaluation ou proposer un accompagnement, l'organisation départementale veut que ce soit nos collègues des centres médico-sociaux qui y aillent, qui ont cette expérience du territoire, qui connaissent le partenariat du territoire aussi, et qui peuvent mieux répondre aux besoins des personnes. Donc là, on leur demande soit de mener un accompagnement, parce qu'on sent que la situation elle est fragile et qu'il y a besoin d'un professionnel qui coordonne. Donc là, effectivement, le CMS peut éventuellement faire appel également au DAC sur une problématique santé, ou au mandataire judiciaire, parce que là on sent qu'on a besoin en tout cas on demande une mesure à ce moment-là, en tout cas on travaille différentes choses. Ou sinon on mène une évaluation médico-sociale et là on attend un rapport très précis sur les éléments, donc il y a un cadre de travail qui est posé sous 8 semaines et ce rapport éventuellement a été travaillé sur la forme pour pouvoir être transmis au service de justice pour qu'il puisse être à un moment à nouveau pris en compte, classé sans suite, ou à la fois aussi à nouveau voilà, mise en place d'une mesure de protection ou d'éloignement, ou en tout cas toute mesure de justice qui pourrait être prise suite à cette décision. Encore 2 minutes juste pour les outils et comme ça je vous les envoie en numérique. Voilà. On a des outils, donc ce groupe de travail il a quand même bien travaillé ces dernières années. On a pas mal d'outils qui ont été mis en place. C'est des choses qu'on pourra vous faire passer. Après, c'est toujours compliqué quand on ne présente pas les outils pleinement de vous les présenter comme ça. En tout cas, s'il y a besoin dans vos institutions, on peut faire des temps d'intervention ou autre. On a une grille qui permet de nommer des indicateurs, d'aller repérer les éléments et de se dire à un moment, j'étais pas sûre, mais finalement, là, j'ai 12 croix de clignotants, donc en fait, ça craint, mis bout à bout. Ou au contraire, finalement, on peut attendre un peu et faire un accompagnement. En tout cas, c'est une grille qui avait été travaillée avec les collègues de la gendarmerie et de la justice aussi. On a un guide professionnel qui permet vraiment d'avoir des outils sur comment repérer, comment caractériser avec un peu les éléments nationaux et de loi qu'on a pu donner. Donc ça, c'est vraiment un document qui est accessible à tous. On va y retravailler en 2025 parce qu'il y a des départements qui ont voulu un peu le prendre. Et du coup, c'est donnant-donnant. Maintenant qu'ils font les modifs, on veut le travail d'actualisation. Donc, en 2025, on va en récupérer quelques-uns. Et après, un peu ce que je vous présentais, tout ce qui était guides nationaux, de plateformes de formation ou autres. Et ce document qui explique effectivement toute la définition de la maltraitance, toute la définition des termes dont on est passé très très vite. Et voilà, la possibilité un peu de mieux s'approprier les concepts et de voir ce qu'on peut mettre derrière la maltraitance, comme on a pu la citer. Voilà, financière, sexuelle, privation, etc., de reprendre l'ensemble des documents. Celui-là, on va le changer, mais je le présente quand même, il a le mérite d'exister. À la maison de l'autonomie, on crée ce qu'on appelle des FALC, faciles à lire et à comprendre.
Et ça nous permet d'avoir des documents pour s'adresser à des publics qui pourraient être en difficulté de compréhension, où ça leur permet à un moment de pouvoir expliquer et qu'eux-mêmes puissent peut-être se dire être en situation de maltraitance, parce qu'on peut leur expliquer ce qu'est être en situation de maltraitance. Après, je dis qu'on veut le retravailler parce qu'il est un peu gros, c'est-à-dire que c'est bien quand on est un professionnel et qu'on a besoin d'expliquer à la personne qu'éventuellement elle est en situation délicate et autres, sauf qu'après, quand on est maltraité et qu'on n'ose pas le dire, on part rarement avec son format A4 sous le bras. Donc l'idée, ça soit d'avoir aussi un outil plus accessible et qui puisse être plus affiché quand on a besoin d'aller échanger avec des professionnels sur sa situation. Tu peux dire qu'il est sur le site du département de la Drôme? Je pense qu'il y avait peut-être... Voilà, alors ils sont là les outils, du coup je suis allée vite. Et après, ça c'est après, pour signaler, ce que je vous disais, après effectivement, vous pouvez signaler toute situation de maltraitance au département, à la fois sur Drôme Solidarité, donc ça c'est le numéro global du département, le 3977 qui est un numéro national. Et puis après, si vous nous connaissez déjà, que vous avez un doute, et du coup après, si vous ne savez pas, si ça vaut le coup de signaler, si vous avez besoin d'un appui technique ou même d'un échange, vous avez le nom des responsables de pôle, ou du mien ou de notre coordinatrice aussi. Et ça permet aussi d'avoir un échange à un moment technique pour voir si justement on va jusqu'au signalement, ou s'il y a un moment on propose d'autres alternatives ou autres. Mais si, de signaler, c'est toujours des fois compliqué. J'ai mis en annexe différents documents qui pourraient vous intéresser. On a effectivement différents outils. On a Beaulieu qui écrit des choses très intéressantes en 2018 sur comment accompagner des gens à signaler. Des fois, la difficulté, elle est là, on n'ose pas signaler pour plein de raisons. Et ce tableau récapitulatif, il est assez intéressant parce qu'on retrouve effectivement, quand c'est la victime ou quand c'est le témoin de la victime, quels peuvent être les freins à signaler. Et ça donne un peu des idées de levier et des choses sur lesquelles on peut agir pour aider la personne à mieux signaler et à ne pas se sentir des fois coupable ou autre d'aller signaler quelqu'un en situation de maltraitance. Parce que n'oublions pas que on fait ça effectivement pour aider les personnes en situation et qu'à un moment on ne doit pas se sentir en responsabilité. Il y avait différentes choses qu'on avait pu mettre, mais après vous êtes beaucoup de professionnels de santé aussi, donc il y a toute une question dans le signalement qui pose question entre le secret professionnel et le devoir de signalement. Ce n'est pas mon métier, donc je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais effectivement, si on revient un peu en arrière, il y a plusieurs textes de loi qui se chevauchent. Le code pénal impose le respect du secret professionnel, mais il y a aussi un article du code pénal qui dit aussi que toute personne qui détient des informations doit pouvoir aussi signaler et les porter à connaissance des services ou de la justice. Voilà. Bonsoir à tous, donc je me présente, moi je suis Émilie Bonneau, je suis juge des tutelles à Valence et je suis aussi magistrat coordonnateur pour l'ensemble du ressort de la Drôme pour les juges des tutelles, enfin les juges des contentieux de la protection qui recouvrent plus que les juges des tutelles parce qu'on a d'autres missions. Voilà. Alors pour commencer, peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, puisque vous avez beaucoup parlé de maltraitance et vulnérabilité. En réalité, les mesures de protection à proprement parler, ça ne recouvre pas tout à fait la vulnérabilité, la maltraitance. On est à la fois ça se recoupe et à la fois il y en a plus, moins. Enfin voilà, j'ai essayé de vous présenter un peu ce que dit la loi sur ce qu'est une mesure de protection, dans quel cas en fait elle doit être prononcée. Et juste, j'ai regardé un petit peu les chiffres ce matin avant de venir pour vous donner une idée du nombre de mesures de protection à proprement parler qu'il y a dans la Drôme. Le territoire Valence qui dépend de mon service, on a 3000 mesures de curatelle et de tutelle en cours, en moyenne, en permanence. Romans-sur-Isère, donc la chambre de proximité de Romans-sur-Isère, c'est 1600 mesures à peu près. Et Romans, on va être sur 2200 mesures environ 2004. Montélimar, qu'est-ce que j'ai dit? Romans. Oui, voilà. Bon, vous constaterez que je suis un peu malade. Je suis dans le coton là depuis 3 jours, donc voilà. Donc Montélimar, à peu près 2200, 2400 mesures. Donc pour le bassin de population, c'est un nombre de mesures qui est quand même, c'est important, hein, ça augmente, même si la dynamique c'est quand même d'aller vers une déjudiciarisation. Ce nombre de mesures ne tenant pas compte de ce qu'on appelle les habilitations familiales, qui sont en plus et qui ne rentrent pas
dans nos chiffres, puisque c'est des mesures qu'on va ouvrir et après, en fait, clôturer, puisqu'il n'y a aucun contrôle et normalement très peu d'intervention du juge des tutelles dans le cadre de ces mesures. Et pour vous donner une idée, en moyenne, là, sur les 3 dernières années, on a ouvert entre 150 et 190 habilitations familiales par an. Elles sont ouvertes pour 10 ans, donc voilà, tout ça vient alimenter les mesures de protection à proprement parler. Je ne vais pas vous assommer avec tous les textes, parce que sinon, voilà. Quand même, la grande réforme, c'est 2007. C'est vraiment la réforme qui a réformé en profondeur le droit des tutelles et des curatelles et qui constitue le socle du droit positif aujourd'hui. Et en fait, la trajectoire quand même législative depuis cette grande loi, cette vraiment grande loi de 2007, c'est d'aller vers, on essaye de limiter quand même le nombre de mesures de protection avec des grands principes qui ont été posés et que j'exposerai après, que sont la nécessité, la subsidiarité, le fait qu'on soit obligé dorénavant de réviser les mesures avant d'ouvrir une mesure de tutelle, une mesure de curatelle, à vie, quelque part. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, on doit forcément les réviser de manière très régulière dans le temps. Le but aussi, la trajectoire législative, c'est quand même d'aller vers une déjudiciarisation avec la création de l'habilitation familiale pour les situations justement qui ne passent pas par la maltraitance, la vulnérabilité. Moi, une grande majorité de mes dossiers, c'est les familles qui me saisissent. En fait, tout se passe bien, mais sauf qu'à un moment, elles sont bloquées et il faut ouvrir une mesure pour arriver à vraiment protéger le majeur et pouvoir agir dans ses intérêts. Et la trajectoire, c'est aussi quand même de mieux protéger le majeur, d'améliorer ses droits dans le cadre de la procédure devant le juge des tutelles. Et puis, à partir de cette loi, vraiment on consacre la protection de la personne, ce qui est un peu le cœur du sujet ce soir. Donc voilà. Et en fait, au fur et à mesure, avec cette loi et ce qui a suivi, on est passé d'un dispositif législatif qui considérait la personne à protéger comme un incapable, c'était le mot de la loi, un incapable, un irresponsable, vers une personne qui doit être respectée, qui doit être protégée dans sa souffrance, dans sa vulnérabilité, dans son incapacité. Et même les termes, du coup, ont évolué. On passe des termes d'incapacité, d'incapable, à majeur à protéger, majeur protégé, régime de protection. Et de la catégorie des incapables, entre guillemets, la nouvelle catégorie, c'est les personnes protégées, les majeurs protégés. Et la dynamique, elle pourrait même se poursuivre, puisque c'est Madame Caron d'Église, donc qui est avocate générale à la Cour de cassation, qui travaille beaucoup sur ces questions et qui a produit un rapport assez important en 2017, et qui même, elle, va préconiser de supprimer le régime de la tutelle, en fait, tout ce qui est représentation à proprement parler, et qui préconise un régime unique d'assistance et de soutien pour l'exercice des droits pour les personnes qui ont du mal à exercer leurs droits toutes seules, et avec la mise en place d'évaluations pluridisciplinaires. Donc on voit qu'il y a cette trajectoire, et depuis 2007, on a vraiment changé de paradigme en fait dans le Code civil, qui est quand même là où se trouvent les règles qui m'intéressent à proprement parler. Il y en a aussi dans le Code de la santé publique, mais le socle commun, c'est le Code civil de toute façon. On peut peut-être avancer sur... voilà. Donc, les principes fondamentaux des mesures de protection, et on verra que c'est pour ça que ça ne recouvre pas forcément la maltraitance et les situations, ou même la maladie, voilà. Quand on atteint 18 ans, normalement, on acquiert toute sa capacité juridique, l'entière capacité juridique. Quand on est mineur, on a des droits, on peut en jouir, mais on ne peut pas les exercer. Et quand on passe 18 ans, c'est ça le truc magique de la majorité, c'est que non seulement on jouit de nos droits, mais on peut les exercer. Et donc l'exception, c'est pour les majeurs protégés, où là, pourquoi un juge intervient finalement? C'est parce que quand on ouvre une mesure de protection juridique, on va retirer de la capacité d'exercice des droits. C'est pour ça qu'il y a un juge qui intervient. Sinon, on se demande bien ce qu'on ferait là, mais voilà. Forcément, quand on ouvre une mesure de protection, on retire de la capacité d'exercice. La jouissance des droits, elle reste, mais l'exercice n'est plus forcément fait par la personne qui doit être protégée. Et donc, il y a 3 grands principes fondamentaux. C'est le principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. Donc, c'est peut-être sur ces 3 grands principes déjà pour que vous compreniez ce qui, moi, ce qui va guider mes décisions, ce qui va guider le fait que j'ouvre ou non une mesure de protection. C'est ces 3 grands principes-là. Et peut-être le plus important, c'est le principe de nécessité. C'est-à-dire que qu'on ne peut ouvrir une mesure de protection que si vraiment elle est nécessaire. Et elle est nécessaire, la loi nous dit qu'elle est nécessaire que
s'il y a une altération des facultés mentales qui empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts, ou une altération des seules facultés corporelles, mais à ce moment-là, il faut qu'elles entraînent que la personne soit empêchée d'exprimer sa volonté. Donc c'est là où finalement ça restreint le champ par rapport à la présentation d'avant, c'est qu'il y a des personnes qui vont pouvoir être dans une situation de vulnérabilité, voire de maltraitance, mais qui ne vont pas en réalité entrer dans ce champ-là, parce qu'il n'y a pas véritablement d'altération des facultés mentales, que l'altération des facultés corporelles ne va pas l'empêcher d'exprimer sa volonté. Donc en fait, ce n'est pas quelqu'un pour qui on va ouvrir une mesure de protection. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est un des grands apports de la loi de 2007, pour ouvrir une mesure de protection, il me faut forcément un certificat médical circonstancié qui constate médicalement qu'il y a une altération, soit des facultés mentales ou des facultés corporelles, mais avec cette limite que je vous disais. Avant, on ouvrait des curatelles pour prodigalité, oisiveté. Je vous laisse apprécier les termes, mais c'était les termes de la loi. Intempérance, c'était les termes du code civil. C'est fini ça. Voilà. Donc on n'ouvre plus une mesure de tutelle ou de curatelle pour oisiveté ou prodigalité ou des choses comme ça. Alors, c'est quand même une avancée significative dans la protection des droits et de l'exercice des droits par les personnes. Le problème, c'est quand même qu'il y a une vraie porosité en réalité entre des fragilités médicalement constatées et des fragilités sociales. Des fois, la limite, elle est un peu... Voilà. Je vais avoir et là, je vais voir les certificats médicaux qui me parlent d'anxiété, d'angoisse. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une altération des facultés mentales? Et c'est là aussi que moi, je dois apprécier la situation et apprécier est-ce que cette situation et ces altérations nécessitent véritablement d'ouvrir une mesure de protection. Surtout qu'il y a ce deuxième grand principe qui va rentrer en ligne de compte, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que même une personne qui a une altération de ses facultés mentales, des fois, en fait, il n'y a pas besoin d'ouvrir une mesure de protection. Parce qu'elle avait prévu des choses, parce qu'elle avait donné des procurations, parce qu'elle est accompagnée par sa famille, par des proches aidants, soutenant, en fait, il n'y a pas besoin d'aller ouvrir une mesure de protection pour la protéger, puisqu'en réalité, ce qui existe suffit. Mais en général, ça n'arrive pas jusqu'à vous. Non. Celle-là, vous ne les voyez jamais. Non, jamais. Moi, je les vois en général quand on finit par ne plus avoir assez d'argent pour payer la maison de retraite et qu'il faut aller prendre sur l'assurance vie, on n'a pas de procuration. Voilà, globalement. Donc, je ne vais pouvoir ouvrir une mesure de protection que si tous les autres outils juridiques sont impuissants à garantir la protection de la personne. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le mandat de protection future, que tout un chacun, vous, moi, pouvons conclure dès aujourd'hui pour prévoir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite pour le jour où on ne sera plus en capacité, parce que nos facultés cognitives vont décliner, de pouvoir pourvoir à nos propres intérêts. Donc chez un notaire, ça peut être aussi sous seing privé, il y a des CERFA en ligne. Et ce mandat de protection future, il prime normalement. Donc s'il en existe un et qu'il est activé et qu'une fois activé, ça suffit, il n'y aura ni mesure de tutelle, ni mesure de curatelle, ni rien du tout. Le droit commun de la représentation, des fois on n'y pense pas, mais il y a des situations où en fait c'est gérer les comptes en banque parce que la personne avec le déclin de ses facultés cognitives n'arrive plus à gérer son budget. Si elle avait donné procuration à des proches et que du coup ça suffit, il n'y a pas forcément besoin... alors en plus, si on combine ça, la procuration avec une personne de confiance qui l'accompagne dans son parcours médical, etc., des fois, ça suffit. Donc subsidiarité, pas besoin de mesure. Et les règles aussi, alors elles sont assez méconnues des régimes matrimoniaux. Même moi, j'avoue, des fois, par facilité, je vais vers ce que je connais plutôt que d'aller vers les habilitations entre époux. Les règles des régimes matrimoniaux aussi, des fois, ça suffit pour assurer la protection de la personne. Je ne vais pas aller plus dans le détail parce que je pense que ce ne serait pas forcément très intéressant pour vous. Et donc, le dernier grand principe, c'est celui de la proportionnalité. Donc, on ne va pas sortir le bazooka de la tutelle si, en fait, il faut, pour tuer une mouche, il faut que la mesure de protection, elle soit adaptée à l'état de la personne. Donc on ne fait pas de la représentation quand il suffit de faire de l'assistance. Et surtout, la proportionnalité, c'est déjà quelle durée pour la mesure.
Donc je vous ai dit, avant 2007, les mesures elles étaient ouvertes, puis elles n'étaient plus jamais révisées. Donc les placards des juges des tutelles regorgeaient de mesures auxquelles personne ne s'intéressait jamais, qui vivaient leur petite vie, hein, mais voilà. Dorénavant, donc on est limité dans le temps à l'ouverture, et le principe pour les mesures curatelle-tutelle, c'est 5 ans, et l'habilitation familiale 10 ans. On peut aller plus loin au moment du renouvellement, mais de prime abord, on ne met plus les gens sous curatelle ou sous tutelle pour des durées indéfinies. Et l'individualisation, voilà, ça va être sur l'étendue de la protection. Est-ce qu'on va protéger que les biens et la personne? Est-ce qu'on prévoit des aménagements? Qui, pour le choix du protecteur, on a plusieurs possibilités pour vraiment essayer d'adapter au mieux de la situation qui nous est soumise. Un peu un principe de protection à la carte. Bon, dans les faits, c'est assez standardisé en réalité. Voilà. C'est vrai, je ne vais pas cacher la réalité. Mais la loi prévoit quand même des possibilités et on peut les exploiter de manière assez ponctuelle, mais elles peuvent être exploitées régulièrement. Alors du coup, voilà, les grandes distinctions à avoir en tête, c'est l'assistance, c'est-à-dire que là, la personne, elle continue, elle n'est que assistée par, donc là, c'est les mesures de curatelle hein, principalement, c'est-à-dire que c'est quand même elle qui prend les décisions, après conseil, après information, beaucoup d'informations. Mais en fait, son curateur l'assiste, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses pour lesquelles, pour que ce soit fait valablement, son curateur doit le faire avec elle. Et la représentation, là, c'est pour le coup la personne qui ne peut plus agir, ou en tout cas qui a des difficultés telles qu'il faut vraiment que quelqu'un la représente, et pour le coup, la représentation, c'est on agit pour la personne à sa place complètement. Et donc, il y a 2 aspects qui peuvent être protégés. La protection des biens, hein, sur le patrimoine, hein, l'argent, les immeubles, voilà, là, on comprend, ça c'est assez simple, c'est assez balisé. Et la protection de la personne qui est quand même beaucoup plus multiforme, beaucoup plus difficile à appréhender, et c'est pour ça aussi que c'est souvent des situations plus complexes et où chacun se place, qui fait quoi, etc. C'est pas toujours simple, mais ça peut recouvrir vraiment un champ très très important des décisions qui sont prises. Alors du coup, vu que je ne savais pas trop coincer entre le département et les MJPM qui présentent les missions, je me suis dit que peut-être j'allais vous présenter comment le juge des tutelles est saisi, et moi en fait ce qui va me guider, comment j'en arrive à prendre ma décision, la procédure une fois que je suis saisie. Déjà, le juge des tutelles, il ne peut plus s'auto-saisir. Ça, c'est fini. Avant, des fois, les familles écrivaient au juge des tutelles, ils disaient « Ah bah tiens, je vais m'auto-saisir, je vais voir s'il ne faudrait pas ouvrir une mesure de tutelle ou curatelle. » Tout ça, c'est plus possible. On ne peut être saisi que par requête. Et les requérants, en fait, ça ne peut pas être tout le monde. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé ne peut pas nous saisir directement. Pour le coup, il faudra qu'il passe par le procureur de la République. Du coup, je suis allée tout en bas de ma liste. Donc les requérants, ça peut être soit l'intéressé, sa famille, en gros, ses proches. Et si ça ne fait pas partie de la famille ou des proches, il faut passer par le procureur de la République. Et c'est là que parce que vous avez parlé beaucoup de pénal pour les signalements, mais en fait, c'est par ce biais-là et par le biais du département de la MDA et des signalements qui sont faits. Les signalements, ils sont faits non seulement pour signaler des faits qui peuvent revêtir un caractère pénal, mais là, en fait, ça va déclencher une enquête, ça va déclencher, voilà. Mais si en fait il y a aussi toute la partie des signalements et enfin toutes les saisines du procureur, c'est ça. Hein. Ça va partir d'un professionnel, des fois d'une infirmière à domicile, d'un service d'aide à domicile ou du CMS souvent qui se rend compte qu'il y a une situation où la personne, il faudrait envisager d'ouvrir une mesure de protection. Et les signalements après sont adressés au procureur de la République qui lui fait faire le certificat médical circonstancié et qui après me saisit. Voilà, donc quand c'est pas la famille et les proches, en fait ça passe par le biais des signalements, et le signalement il peut être pénal, mais il est souvent civil quand même, puisque le parquet il a des fonctions pénales, mais il a aussi des fonctions civiles, et donc c'est par ce biais-là que je vais être saisie d'une requête faite par le procureur de la République. Et donc un des éléments essentiels de la requête, puisque principe de nécessité, outre le fait qu'il faut mentionner tout un tas de choses, c'est ce fameux certificat médical circonstancié. S'il n'y en a pas, c'est une ordonnance d'irrecevabilité. Donc le certificat médical circonstancié, c'est un certificat médical qui peut être établi que par les médecins qui ont été inscrits sur la liste du procureur de la République, dont on manque toujours. Voilà, s'il y a des médecins qui veulent se lancer, voilà.
Donc c'est un certificat médical spécifique qui peut contenir l'avis du médecin traitant. Hein. Le médecin inscrit il peut solliciter l'avis du médecin traitant. Et en fait, ce qui est essentiel dans le certificat médical, c'est la description de l'altération des facultés. Non seulement il faut qu'après il nous donne des éléments sur l'évolution, ça va être pour, alors est-ce que j'ouvre pour 5 ans ou pour 10 ans directement, les conséquences, est-ce que je vais être plutôt sur une mesure d'assistance ou de représentation, et très important, nous indiquer si l'audition du majeur elle est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté, ce qui va être les 2 seuls cas très limitatifs dans lesquels le juge des tutelles n'entendra pas le majeur. Sinon c'est obligatoire, il faut que j'entende le majeur. Mais donc, décrire avec précision l'altération des facultés, c'est un peu là vraiment que le cœur du certificat, et ce qui est très important pour le juge, c'est parce que si altération des facultés, il n'y a pas ou pas vraiment, ou en fait des fois, ça arrive des certificats qui reprennent en fait beaucoup les éléments d'inquiétude du signalement, mais sans nous dire en quoi la personne est atteinte d'une altération de ses facultés. En quoi est-ce qu'elle a une altération de sa compréhension, des trucs cognitifs, de la mémoire, Alors ça peut être très varié, hein. C'est pas forcément... ça peut être très varié, mais en tout cas, il faut... Plus que le diagnostic, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les conséquences de la maladie. Ou de la maladie, ou du vieillissement, ou voilà, c'est les conséquences. C'est-à-dire que nous dire juste il a atteint d'Alzheimer en soi, moi, ça va pas m'aider. Parce qu'il y a Alzheimer à un stade débutant, alors après, on sait comment ça évolue malheureusement, mais en tout cas, il faut que je sois... Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la répercussion du diagnostic qui, à un moment ou à un autre, a pu être posé sur les facultés du majeur. Un bipolaire bien traité, finalement, voilà, enfin... Il y en a beaucoup pour qui il n'y a pas besoin de mesures de protection. Et oui, il est bipolaire, mais bon, d'accord. Mais en tout cas, il est bien traité, il suit son traitement. Il a finalement accepté sa maladie et au final, il n'y a pas besoin forcément, parce qu'il est bipolaire, qu'il y ait une mesure de protection. Peut-être qu'il y en aura besoin à un moment, et puis à un moment, on pourra aussi aller vers une main levée. Voilà, donc pour le certificat médical. Alors des fois, c'est ça qui achoppe un peu, c'est qu'il coûte 160 € hors taxe et hors frais de déplacement. Et des fois aussi, il y a quand même quelques familles qui passent par le biais du procureur pour faire financer. Parce que 160 € hors taxe, la plupart des gens, ce n'est pas une somme qui va être un frein, mais ça peut le devenir. Et donc la procédure devant moi, donc quand je suis saisie d'une requête au fin d'ouvrir une mesure de tutelle, il y a une première phase qui est la phase d'instruction. Donc dans la loi, elle peut durer jusqu'à 1 an. À Valence, on est bien en deçà, donc tant mieux. Et en fait, qu'est-ce que moi je vais me poser comme question? Et toute ma phase d'instruction, elle va aller dans ce sens-là. Est-ce que la mesure, elle est nécessaire? Oui, non. Avec le principe de nécessité, le principe de subsidiarité dont je vous avais parlé. Si oui, quel type de mesure? Est-ce que je vais être vers une assistance, une représentation? Et enfin, qui pour l'exercer? Est-ce que ça peut être la famille, un proche ou non? Et à ce moment-là, ça va être forcément, ça ne peut être qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui eux aussi sont inscrits sur une liste par le préfet. Voilà, c'est pas le procureur, c'est le préfet. Voilà. Et donc pour ça, dans ma phase d'instruction, alors je suis un peu un juge d'instruction civile. Bon, j'ai été juge d'instruction, donc c'est pas tout à fait du même acabit, mais je vais faire beaucoup d'auditions au cabinet. Donc l'audition qui est obligatoire, c'est l'audition du majeur à protéger. Hein, voilà, la loi 2007, on protège les droits processuels, ça en fait partie. Donc le majeur à protéger, ça c'est sûr et certain qu'à un moment je vais l'entendre. Et quand il ne peut pas se déplacer, c'est moi qui vais avec le greffier. Donc sauf exception, c'est ce que je vous disais, quand ça peut porter atteinte à sa santé, si on me signale un risque de décompensation majeure parce que paranoïa, il risque de penser qu'on lui veut du mal, etc. Ou parce que hors d'état d'exprimer sa volonté, voilà. Moi, quasi systématiquement, même j'entends le requérant, la personne qui m'a saisi, donc sauf quand c'est le procureur. Hein. Et puis, j'entends forcément aussi la personne qui demande à exercer la mesure de protection. La famille et les proches, soit je les entends, soit j'envoie un questionnaire. En tout cas, j'essaye de nouveau, même s'il y a eu un signalement, même si de recueillir les éléments qui me paraissent nécessaires pour ma prise de décision. Je peux aussi ordonner une enquête sociale, je peux demander, des fois ça m'arrive d'écrire par exemple à l'EHPAD, parce que je suis saisie par une fille qui me dit oui, non, mais en fait il n'a pas de visite. Ça m'est arrivé, parce que je trouvais ça quand même bizarre, d'écrire au directeur de l'EHPAD pour demander qui vient voir le majeur au sein de je peux écrire au notaire, au médecin aussi, ça m'est arrivé,
pour avoir son avis, puisque comme médecin traitant, il a forcément un avis sur la question. Et pendant la phase de l'instruction, donc je peux ordonner une mesure provisoire, puisque cette phase, elle peut aller jusqu'à 1 an. Et des fois, l'urgence est là. Donc dans ce cas-là, c'est la sauvegarde de justice avec un mandataire spécial à qui je confie une mission pour qu'il commence déjà à intervenir. Le plus souvent, ça va être un professionnel. Ça peut m'arriver de désigner la famille. Par exemple, quand on me dit il n'y a plus de sous, on n'a pas de procuration, les factures ne sont pas payées, voilà, je peux mandater un membre de la famille de manière provisoire. Et donc, une fois que j'ai tout ça, et ben voilà, c'est là que je vais prendre la décision. Est-ce que j'ouvre une mesure ou est-ce que je n'en ouvre pas? Donc, les mesures d'assistance, c'est la curatelle simple et la curatelle renforcée. Il existe l'habilitation familiale à assistance, je ne la pratique jamais parce que c'est une mesure déjà qui n'est pas très bien foutue, pas mal fagotée par la loi, qui du coup est mal comprise par les établissements bancaires, voilà. Donc moi je ne la pratique pas personnellement. C'est l'équivalent à peu près d'une curatelle simple. Donc dans le cadre d'une curatelle simple, le majeur il va continuer à agir seul pour tous les actes classiques et il faudra qu'il soit assisté de son curateur pour les actes les plus importants sur son patrimoine. Parce que là je parle surtout de la protection des biens. La différence avec la curatelle renforcée, c'est que dans le cas d'une curatelle renforcée, donc il y a l'assistance pour les actes les plus graves, mais le curateur va représenter le majeur pour percevoir ses revenus et payer ses dépenses. Et après seulement lui reverser l'excédent. Et les grandes mesures de représentation, c'est la tutelle, où là pour le coup c'est une représentation totale, avec pas mal des autorisations du juge pour les actes les plus graves sur le patrimoine. Et l'équivalent, c'est l'habilitation familiale représentation, qui pour le coup est bien faite, et qui est vraiment le pendant de la tutelle, mais quand on confie à une personne proche, alors soit ascendant, descendant ou frères et sœurs, et rien d'autre, pas les neveux, pas les nièces, pas les cousins, voilà. C'est des mesures, des pouvoirs identiques au tuteur, mais là c'est une mesure qui est vraiment quasi intégralement déjudiciarisée. Le juge des tutelles va vraiment très peu intervenir, il n'y a pas du tout de contrôle, donc c'est des mesures que je vais réserver aux familles où en fait ça se passe bien, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de risque majeur. Et alors, à l'origine, c'était prévu pour les petits patrimoines, mais finalement, ce n'est pas écrit dans la loi. Donc, même des fois, des patrimoines importants, on peut aller vers ce type de mesures. Bonsoir, donc je me présente, je suis Karine Boyer, directrice de l'ATMP de la Drôme, donc un des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs sur la Drôme. Nathalie Campon, chef des services à l'UDAF de la Drôme. Et Audrey Guillon, chef des services à Paris. Donc nous allons vous présenter les rôles, missions et limites du travail des mandataires judiciaires. Donc une fois qu'en effet la mesure est prononcée, notre mission va être de l'exercer dans différents domaines. Donc les principes généraux sont que la curatelle ou la tutelle a pour objectif l'intérêt de la personne et de favoriser son autonomie. Un grand principe aussi, la personne choisit librement ses relations et son lieu de vie. On met en œuvre les partenariats indispensables pour accompagner la personne dans ses choix de vie. On protège ses intérêts matériels en sauvegardant son patrimoine et ses revenus. On fait valoir ses droits. On veille à la bonne exécution des mandats en cours. Et on assure sa protection et sa représentation ou son assistance juridique. Si on peut passer, on va vous détailler un petit peu plus en détail. Donc là, je vais aller rapidement sur ces deux diapos puisque vous les avez très bien déjà expliqués sur les degrés en effet de protection. Donc la curatelle, c'est une mesure d'assistance où la personne va avoir un certain nombre d'autonomies dans les actes qu'on appelle d'administration et il va être accompagné par son protecteur pour les actes les plus importants, comme les actes de disposition. Quelquefois, il va avoir aussi le mandataire, le protecteur, une mission qu'il pourra exercer seul. C'est particulièrement dans la curatelle renforcée, la gestion des ressources et le règlement des dépenses. Donc ça fait partie en effet d'une mission du curateur seul. Et puis, on aura aussi la personne protégée, le curateur et le juge à aussi demander des autorisations particulières quand il s'agit de vente de la résidence principale ou de résiliation d'un bail, par exemple,
pour la résidence principale ou secondaire. En tutelle, on est également sur ce même schéma, j'allais dire, où la personne a aussi une certaine autonomie malgré la mesure de représentation, puisqu'elle va pouvoir, elle, agir dans sa vie de tous les jours déjà sur des actes usuels de la vie courante, sur des retraits d'argent par exemple, sur des achats qu'elle doit faire, enfin sur les actes du quotidien. Elle va être représentée pour les actes importants d'administration aussi, mais de disposition par son tuteur. Et puis le tuteur va avoir aussi à demander l'accord du juge pour un certain nombre d'actes qui engagent le patrimoine de la personne ou qui engagent en tout cas sa protection aussi par rapport à sa personne. Si on parle du patrimoine et du budget, donc les principes définis par la loi, c'est que la personne utilise librement l'argent mis à sa disposition et ne rend pas de compte de son usage. Donc la personne protégée en curatelle simple perçoit ses revenus et règle ses dépenses. Ça, c'est le grand principe. En curatelle renforcée et en tutelle, elle dispose d'un moyen de retrait ou d'un moyen de paiement pour effectuer en effet les achats du quotidien. Le mandataire, lui, en curatelle simple, il informe et conseille sur le budget, mais il n'intervient pas du tout dans sa gestion. En curatelle renforcée, il perçoit les ressources, règle les dépenses, met à disposition de la personne protégée l'excédent de gestion, c'est-à-dire ce qu'il reste après paiement des charges. Il doit, la loi le précise, remettre l'argent qui reste disponible sur un compte courant à la fin du mois, une fois que toutes les charges sont payées, et ne doit pas obligatoirement mettre cet argent de côté sur un compte d'épargne ou en tout cas le garder en réserve au cas où. En curatelle simple, attendez, je sais plus où j'en suis. Oui, voilà. Donc en curatelle simple et en curatelle renforcée, c'est une cogestion, hein, c'est-à-dire qu'en effet, il y a à un moment donné une discussion autour du budget et donc les deux parties s'entendent sur comment gérer cet argent et ses ressources. Et puis, il y a en curatelle simple et renforcée aussi des co-signatures pour acter que les choses sont décidées ensemble, surtout concernant donc, le patrimoine. Et en tutelle, en plus de ce dialogue qu'il peut y avoir aussi avec des personnes qui sont sous tutelle, il y a le tuteur va établir un budget, gérer le patrimoine, avec dans certains cas aussi demander l'autorisation du juge pour certains actes du patrimoine de la personne protégée. Concernant les démarches administratives, le principe également défini par la loi, c'est que la mesure de protection vise à l'autonomie de la personne et donc elle peut accéder seule au dispositif de droit commun. Elle a le droit, comme tout autre citoyen, d'accéder aux différents dispositifs qu'il existe pour tout à chacun. En curatelle, la personne protégée réalise les démarches. Le partenaire aide la personne qui le demande à remplir un dossier et le mandataire conseille sur les documents à remplir et à compléter. Il informe et vérifie l'ouverture des droits administratifs. Le principe, c'est que la personne en curatelle, sur des démarches administratives, elle peut seule les faire. Elle ne doit pas entendre ou qu'on lui refuse éventuellement le dépôt d'un dossier administratif sous prétexte qu'elle est sous curatelle. L'exemple type, c'est la pièce d'identité à renouveler. Une personne sous curatelle peut aller renouveler et refaire sa carte d'identité sans que son curateur soit là pour l'assister. En tutelle, la personne protégée est informée par le mandataire des démarches qui sont faites, démarches administratives. Il complète les documents et il signe toute demande et tous les dossiers qui concernent la personne protégée, puisqu'on est sur un régime de représentation. Des questions déjà pour ces deux points-là, le patrimoine et le logement, et les démarches administratives. Sur le logement du... Ah, on est passé à l'ascenseur santé. Non, en arrière. Voilà, sur le logement. Donc, il y a un principe qui est prévu par la loi, c'est que le majeur protégé, la personne protégée, choisit librement son lieu de vie
et les relations avec les personnes avec qui elle veut avoir une relation, même si elle n'est pas forcément la plus adaptée. Donc le mandataire n'est jamais cautionneur du droit au bail, c'est-à-dire on ne signe pas comme en étant caution, puisque c'est le majeur qui fait avec ses finances qu'on signe un droit au bail. L'usage du logement, c'est la responsabilité de la personne qui y vit. Donc dans notre cas présent, c'est le majeur protégé. S'il ne fait pas son ménage, ou s'il range mal, ou si ça sent mauvais chez lui, il est responsable. Donc souvent, le bailleur nous interpelle, mais il faut d'abord qu'il interpelle la personne qui vit dans le logement. Alors parfois, on nous interpelle pour nous informer, mais on ne va pas pouvoir avoir de pouvoir de police, pas plus que le propriétaire, de dire il faut ranger, il ne faut pas que le chien aboie, et il faut vider ses poubelles, non pas en les jetant par-dessus le balcon. Si jamais le majeur protégé se trouve en difficulté pour réaliser des tâches qui sont importantes pour que le logement soit à peu près mis de façon conforme, on peut favoriser la mise en place d'aide à domicile, de services qui peuvent aider la personne, soit pour l'aide au repas, soit au portage de repas, mais il faut impérativement que la personne soit d'accord. On ne peut pas rentrer dans le logement d'un majeur protégé, on n'a pas de pouvoir de police, pas plus que l'aide-soignante. Le seul moment où on peut faire intervenir, c'est un service de police ou un service de pompiers, parce qu'il y a une situation difficile. Mais il faut absolument que la personne nous ouvre la porte. On n'a pas les clés des majeurs et on ne peut pas rentrer sans son accord. Donc, en curatelle, le majeur protégé doit faire ses recherches pour choisir son lieu de vie. Elle va signer son bail. Et elle va établir l'état des lieux. Donc, ça c'est important. Le mandataire ne va pas pouvoir accompagner le majeur protégé pour visiter les 5, 6, 7 futurs logements que la personne voudrait trouver. Et c'est elle qui va choisir. Bien évidemment, le curateur, il va pouvoir dire attention, là, avec les moyens que vous avez, vous ne pouvez pas louer un château. Voilà, mais on est là dans du conseil. Par exemple, on voit qu'un logement est indécent, qu'il n'y a pas de chauffage et que le prix va être exorbitant, on lui dit non, là, ça ne va pas faire l'affaire. En ce qui concerne la résiliation du droit au bail, ce qui est prévu par la loi, c'est qu'on ne peut pas résilier un droit au bail ni disposer des objets qui sont à l'intérieur du logement sans l'autorisation du juge, qu'on soit en tutelle et même en curatelle. C'est vraiment préserver le logement, quoi qu'il en coûte. Et ça, j'insisterai quelques instants là-dessus, c'est important parce que quand les gens rentrent en établissement, en EHPAD par exemple, il y a une période où parfois la personne peut être amenée à payer son EHPAD et en même temps avoir toujours son logement à payer parce qu'on ne peut pas tout de suite résilier le droit au logement. Parce qu'il nous faut un certificat médical qui va dire deux choses, que la personne ne va pas pouvoir revenir chez elle, ça c'est assez facile parfois à obtenir, mais surtout que la perte du logement ne sera pas moralement préjudiciable. Et parfois, nous avons des personnes qui rentrent en établissement, qui ne sont pas tout à fait prêtes, qui pleurent tous les jours, et le médecin ne peut pas établir ce certificat parce que la personne dit tous les jours « j'ai envie de rentrer à la maison ». Et parfois, on a des difficultés de se faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est des mauvais gestionnaires, mais c'est parce que c'est la loi qui le note ainsi. Et parfois, on demande la résiliation du droit au bail 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après l'entrée en EHPAD, le temps que la personne parfois s'installe, se pose, etc. Et donc pour les gens qui ont une mesure de tutelle, concernant la recherche de logement, normalement c'est à peu près la même chose, mais il peut tout à fait... Le tuteur, pardon, va signer le bail et va être présent pour l'état des lieux. Et de la même façon, pour la résiliation du droit au bail en tutelle, on s'adressera au juge. Dans tous les cas, ce qui est noté ici, c'est que le protecteur veille à ce que la personne protégée reçoive l'information du corps médical. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a vraiment le principe d'information qui est absolument nécessaire pour que la personne, qu'elle soit en curatelle ou en tutelle, comprenne ce que potentiellement le médecin attend de sa réponse. En curatelle et en tutelle au bien, le protecteur n'intervient pas dans les décisions liées à la santé. Et c'est là que peut parfois apparaître
des incompréhensions entre les partenaires, parce qu'effectivement, en curatelle, on n'est pas censé être systématiquement informé de ce que le médecin peut proposer. En tutelle, à la personne protégée consent ou non aux soins. Et en fait, c'est ce qu'on vous expliquait aussi tout à l'heure, c'est si elle est capable d'exprimer sa volonté. Si un médecin, un soignant, tout personnel de santé estime qu'elle ne peut pas le faire, évidemment, on ne va pas la consulter. En revanche, si un personnel de santé nous dit qu'elle est tout à fait apte à donner son consentement, on va aller recueillir sa volonté dans un premier temps. Donc, depuis mars 2019, le juge ne délivre plus l'autorisation à consentir pour les actes médicaux graves en tutelle. Il peut être saisi en cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur à la personne. Donc, on insiste lourdement en tutelle. Un majeur peut tout à fait consentir à une opération. Ou refuser. Ou refuser, exactement. C'est très important de le préciser, ce n'est pas que le consentement, il peut aussi être contre une opération, contre un soin, contre un traitement. Et le médecin doit accepter ce refus aussi. Mais c'est là où nous, on a notre rôle, c'est-à-dire on va lui parler, on va lui dire est-ce que vous avez bien compris les conséquences de votre acte. Et c'est quand on parle de l'information qu'on doit donner. C'est ça qui est important, mais au même titre qu'un proche, qu'un médecin, enfin, que tout à chacun, pour tenter de convaincre la personne que ce traitement le soulagerait grandement, mais libre et éclairé, c'est ça. Donc pour toutes les mesures, le médecin reste le seul décisionnaire, comme pour vous. Le protégé agit par lui-même et la personne, donc en l'occurrence le tuteur ou le curateur, on le conseille dans son intérêt, mais parfois son intérêt n'est pas celui que nous voyons nous. Juste une petite précision, il y a juste un petit mot qui dit le partenaire aussi peut conseiller la personne protégée s'il le sollicite. Donc ça veut dire que en effet, une personne protégée peut aussi solliciter l'avis d'une assistante sociale, d'un éducateur dans un foyer, d'une infirmière, de sa famille, etc. Ce sujet se discute à plusieurs. Alors il y a un endroit qui est intéressant, qui n'est pas suffisamment bien connu, c'est la personne de confiance. On va en parler un petit peu après. Oui. Parce que c'est sur le soin, donc s'il y a une personne de confiance désignée au titre du Code de l'action sociale et des familles, cette personne de confiance peut aller accompagner le majeur dans une consultation médicale, par exemple. Sur la personne de confiance, bien évidemment, le mandataire professionnel ne peut pas être personne de confiance, parce qu'une personne de confiance, on va la mobiliser le samedi, le jour de Noël, pendant les vacances. Or, nous ne sommes pas, et il faut être dépositaire, au fond, de ce qu'on se raconte parfois en famille, en disant j'aimerais tellement ne pas pas avoir tel soin médical. C'est pas un jour, on se dit autour d'une table, ça se décrète pas du jour au lendemain, ça se discute. Donc les mandataires dans nos services ne sont jamais personnes de confiance. Parce que autrement, c'est pas logique. Et nous, on fait que passer. On est des professionnels, on est des salariés, on peut venir, partir. Pour la prise de décision pour les soins, la personne protégée prend elle-même la décision en tutelle à la personne, aussi si elle a l'incapacité de le faire. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Même quand il y a une tutelle à la personne peut décider seule si elle accepte ou si elle refuse les soins. Le mandataire veille seulement à la bonne information de la personne protégée et en tutelle à la personne, il prend la décision si la personne n'est pas apte à exprimer sa volonté. Et donc là, si jamais il y a désaccord, on se tourne vers Madame le juge. Le choix de la personne de confiance, on vient d'en parler là. Il y a aussi la rédaction des directives anticipées, ce qu'on appelle parfois aussi le recueil des dernières volontés. Le but étant de savoir, avant toute dégradation de l'état de santé, ce que la personne peut attendre exactement. Donc la personne peut le faire elle-même, mais elle n'en a pas l'obligation. En tutelle à la personne, elle peut le faire avec l'autorisation. Si elle ne le fait pas, l'autorisation du juge est alors demandée et nécessaire. Et le juge peut, parce que parfois vous avez des mesures qui arrivent, il y a déjà une personne de confiance qui est désignée, et le juge va valider ou révoquer la personne de confiance.
Parce que si c'était un membre de la En famille... tutelle uniquement. En tutelle, oui, En pardon. tutelle. Si c'était un membre de la famille qui était personne de confiance et qui se trouve qu'elle est maltraitante et que d'ailleurs elle est dessaisie de l'exercice, bien évidemment. Ouais, donc concernant les limites pour la personne protégée, donc la personne protégée reste pleinement responsable pénalement. Elle est également responsable civilement et doit réparation des préjudices occasionnés. Elle ne peut pas divorcer sur le motif seul du consentement mutuel. Elle ne peut faire aucun don d'organes de son vivant. Le tuteur ou le curateur peut autoriser le prélèvement après décès. Alors sur cet aspect après décès, c'est surtout on va témoigner ce que la personne nous a toujours dit pendant qu'elle était en vie. Les tuteurs et les curateurs des services mandataires, ils ne sont pas des substituts de parents ou des enfants ayant un lien affectif avec la personne. On ne remplace pas l'entourage et la famille. Ils ne sont pas des banquiers ou des organismes d'aide financière. On n'a pas de caisse de secours, on ne peut pas délivrer d'argent sur des aides sociales ou des choses comme ça. Ils ne sont pas chargés de faire les courses ou d'emmener la personne chez le médecin ou intervenir en dehors des heures de travail. Donc ça c'est important aussi. On n'est pas, donc il y a d'autres professionnels qui peuvent le faire autour de la personne, mais nous ne sommes pas nous chargés de cette mission-là. Les délégués mandataires suivent en moyenne 60 personnes sur un territoire géographique. Les délégués mandataires sont soit des travailleurs sociaux, soit des juristes qui bénéficient d'une formation complémentaire pour obtenir ce qu'on appelle le certificat national de compétences. Ils prêtent serment devant la juridiction de leur lieu d'intervention, une fois qu'ils ont eu ce certificat. Et donc ils peuvent travailler au sein d'un service et de ce fait doivent se conformer aux règles et procédures de ce service et aux mandats qui leur sont confiés. Le diapo a été, donc les sources de ce diapo viennent de deux outils. La protection juridique des majeurs, ce n'est pas automatique, c'est un petit document qu'on appelle le gesto, qui illustre en effet les différentes missions et les différentes limites aussi d'intervention. Et puis un autre qui s'appelle Bien coopérer en pratique, qu'on trouve sur le site du CREAI et qui reprend l'essentiel de ce que vous avez entendu ce soir concernant aussi les mesures de protection. Une chose est sûre dans tout ça, c'est qu'en effet, dans les situations les plus difficiles, la première des choses, ça va être de se parler, quelle que soit notre position dans la situation. La seconde, c'est qu'en effet, on doit toujours et prioritairement entendre l'avis de la personne protégée. C'est sa parole, son avis, sa volonté. Même si quelquefois on pense que ce n'est pas forcément ce que nous, on imaginerait être bien pour elle, que son intérêt, il doit être préservé, bien évidemment, et que on doit, nous tous, les professionnels, faire ses pas de côté, et que cette personne protégée, elle a aussi le droit à l'erreur, elle a le droit de se tromper, elle peut faire des choix et se tromper comme nous tous. Et on doit aussi l'accepter quand on est professionnel de la protection juridique des majeurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, en effet, on a tous intérêt à rester sur le pont et de ne pas s'écrouler tous ensemble autour d'elle. Merci. Bonsoir à tous, Amandine Bertorelli, responsable de service pour le DAC 26. Bonsoir, moi c'est Laure Bachelard, coordinatrice au DAC 26. Donc nous, on va vous parler d'une situation qu'on a vécue au DAC, un petit peu, qui reprend ce qui s'est un petit peu tout dit ce soir. Donc, il y a la série d'avant. Donc une demande d'appui, donc lorsqu'il y a une situation complexe, qu'une personne décèle une situation complexe, elle va faire une demande d'appui auprès du DAC. Donc quand cette demande d'appui arrive chez nous, du coup,
elle est redistribuée à un des coordinateurs et ensuite on étudie on fait notre travail d'enquête sur la demande d'appui. Donc la demande d'appui, qu'est-ce que c'est? Donc pour cette situation-là, c'est un élu du CCAS qui, dans un petit village, me contacte 20 janvier 2023 pour une mère de 70 ans et sa fille de 27 ans en situation de handicap. La mère aurait été hospitalisée récemment. Madame, elle est en obésité morbide, diabète déséquilibré, et elle a chuté au domicile le 3 janvier en ayant une fracture du col du fémur, et il n'y a pas d'orientation en SMR. Elle est bénéficiaire de l'ASPA. Ensuite, la fille vit avec sa maman, elle a une déficience intellectuelle moyenne, elle a des troubles de la motricité, elle est sans emploi et elle est bénéficiaire de l'AAH. Donc l'élu du CCS, connaissant un peu les missions du DAC, fait signer les consentements à la mère et à la fille. Ces consentements, en fait, nous permettent, donc il y en a deux, je ne sais pas si vous connaissez. Donc le premier nous permet d'échanger, enfin de traiter les consentements informatiques, d'échanger avec les médecins. Et le deuxième va nous permettre d'avoir l'accord des patients pour échanger avec les différents professionnels de la situation. Donc une fois que la demande d'appui est passée aux mains du coordinateur, donc le travail du coordinateur va en premier lieu se remettre en lien avec la personne du CCS, la personne demandeuse. Ensuite, elle va se mettre en lien avec le médecin traitant, puisque les consentements ont été signés en amont, elle peut appeler le médecin traitant. De là, découle, entre les échanges avec le médecin traitant, là on se rend compte que la dernière consultation avec le médecin traitant était en août 2022. Une demande d'intervention on va appeler le centre médico-social pour savoir si les patients sont connus du CMS. Là, entre autres, elle n'était pas connue. On va faire une demande d'intervention à ce moment-là aussi, pour tous les droits, pour tout ce qui est au niveau social. Ensuite, on va se mettre en lien avec l'assistante sociale de l'hôpital par rapport à la maman qui avait été hospitalisée et savoir ce qui a été, on va dire, mis en place à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, il y a un dossier APA qui était en cours pour la maman. Et ensuite, on se met en lien également avec les patientes pour un petit peu échanger avec elles, connaître un petit peu aussi leur projet de vie et un petit peu savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et on organise donc une visite à domicile qui aura lieu donc le 10 février 2023. Donc l'organisation de cette visite à domicile, elle se fait avec l'assistante sociale du CMS qui ne connaît pas la famille et ça permet de faire une évaluation commune à domicile. Donc lors de notre arrivée, on constate que la maman elle est alitée et qu'elle n'a pas de matériel adapté. On n'a pas parlé de la fille, mais que la fille elle est sur le canapé en train de regarder des dessins animés et manger des chips. Que la maison est un peu insalubre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau chaude. En fait, on s'aperçoit que la chaudière est complètement démontée, que la salle de bain elle est encombrée et qu'on ne peut pas y accéder parce qu'il y a 2 petits escaliers et plein de sacs poubelles tout autour. Donc un peu compliqué pour la maman et la fille. Il n'y a pas d'aide humaine à domicile, puisqu'on se rend compte en discutant avec la maman, il y avait une personne qui intervenait en CESU, mais elle n'intervenait plus puisqu'elle n'était pas payée. Pas de cabinet infirmier, donc on s'est posé la question aussi de l'observance du traitement, puisque la maman était diabétique, savoir si elle n'avait pas eu un souci par rapport à l'observance de son traitement. Et on apprend également que la maman, elle est curatrice et on suspecte une utilisation détournée de la hache de sa fille, puisque en discutant avec la maman, on se rend compte qu'elle est sur son ordinateur puisqu'elle est alitée et qu'elle joue à des jeux en ligne. Voilà. Donc ensuite, il y a une action de coordination, donc on rédige un plan personnalisé de coordination santé, le PPCS, qui va permettre de définir un petit peu les actions
qui vont être menées par l'assistante sociale et la coordinatrice du DAC. Donc l'assistante sociale, du coup, elle va regarder les droits de la CPN de la fille, savoir, là on se rend compte en fait à ce moment-là que les droits ne sont pas ouverts et qu'elle n'a pas de mutuelle. Le constat avec la MDPH, donc elle va appeler MDPH et on avait discuté en amont d'une notification d'orientation SAVS pour la fille, puisqu'elle était à domicile, voilà. On va faire un signalement d'adulte vulnérable, puisque voilà, on a un peu des doutes sur la vulnérabilité à ce moment-là. Et l'assistance sociale va aussi contacter le service d'aide à domicile, puisque en appelant la NDPH, elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même une PCH de 240 heures par mois. Et donc la coordinatrice du DAC, elle va organiser une visite à domicile avec le médecin traitant, puisqu'elle s'est mise en lien avec lui. Le médecin traitant donc, va faire une ordonnance pour une mise en place d'une infirmière pour permettre l'observance du traitement. Une mise en place du kiné, puisque madame est alitée suite à sa chute de la fracture du fémur et que peut-être éventuellement, en attendant, en discutant avec le médecin, une entrée en SMR serait possible. Et là, va découler une organisation d'une RCP, donc réunion de concertation pluridisciplinaire qu'on va organiser le 10 mars pour un peu remettre toutes les personnes autour de la situation. Et on va essayer de travailler sur l'adhésion de la mère à accepter le changement de mandataire, puisque c'est elle la curatrice aujourd'hui, et vu un peu les problématiques, on va essayer de travailler avec elle ce changement. Et en parallèle, vu les problématiques de madame aussi, on lui demande si une mesure de protection pour elle peut être mise en place, si elle refuse à ce moment-là. Alors, justement, sur cette RCP, la réunion de concertation qu'on organise, on invite bien sûr tous les acteurs et tous les professionnels autour de la situation. Donc là, vous voyez, médecin traitant, infirmière libérale, l'assistante sociale du CMS, le SAD, qui va intervenir à domicile, kiné, la communauté 360, un partenaire important dans le handicap pour nous, et Solia, pour le logement, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on réunit toutes ces personnes autour de la table, qu'est-ce qu'il en découle, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On se fixe un peu des objectifs quand même, on a envie que ça fasse quelque chose. Donc déjà, les échanges entre professionnels, et ça confirme quand même l'utilisation détournée de la hache de la maman pour la fille. Donc la maman aussi, on voit qu'une orientation est nécessaire vers un SMR, alité depuis un certain temps, col du fémur, elle ne se remet pas malgré le kiné à domicile. Bon, voilà, on se dit qu'un soin de suite est important. L'évaluation de Solia pour le réaménagement du domicile, parce que Laure vous en a parlé, la salle de bain est inaccessible, ce qui est quand même embêtant. Et proposition de lien avec une association qui prend en charge des addictions. Nous, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas, comme on en parlait, la prendre, l'amener chez Tempo ou France Addiction pour la forcer à traiter ce souci, quoi. Pour la fille, rapport circonstancié avec le responsable de pôle vulnérabilité. On vous en a parlé avant, on a fait un signalement. Donc, on a la responsable du pôle vulnérabilité avec nous pour envoyer ce fameux signalement au procureur pour la réévaluation de la mesure. Et ensuite, pendant que sa maman sera en SSR, il faut qu'on organise un séjour de répit pour cette jeune fille, car comme vous l'avez compris, elle ne pourra pas rester seule à la maison. Donc là, on a voulu un petit peu montrer la coordination, comment elle se passe. Donc en vert, c'est la coordination avant l'entrée en structure de la mère et la fille. Donc il y a l'organisation du passage du médecin expert. On s'organise pour que ce soit avec la présence d'un coordination du DAC le 13 avril. L'organisation avec le médecin traitant du séjour en soins médicaux de réadaptation. La recherche de structure avec la communauté 360 pour le séjour de répit. Et enfin, l'organisation d'une visite commune assistante sociale CMS et Solia pour le logement. Donc en gros, on continue tous les objectifs qu'on s'est fixés, on met tout en œuvre au mieux. Pendant la période de SMR et de séjour de répit, nous, on met en veille la situation. C'est quand même ce qu'on pourrait appeler une veille active, parce qu'on sait que les personnes vont rentrer à domicile à terme,
et qu'il faut qu'on organise tout ça, parce qu'un étayage, voilà. Donc, on sollicite bien sûr les professionnels pour l'organisation du retour à domicile. On garde toujours le lien avec tous les professionnels, Solia, l'assistante sociale, lien avec le SAD pour la mise en place des 240 heures par mois, parce que ça ne se fait pas quand même d'un claquement de doigts. Il faut trouver du personnel, il faut trouver le SAD qui va le faire. Parfois, ça peut être aussi 2 structures qui vont devoir le faire, donc il va falloir assurer une coordination aussi entre 2 structures. Et enfin, le lien aussi avec les infirmiers et les kinés qu'on avait déjà trouvés, bien les garder sous le coude pour qu'ils soient là à la sortie du domicile. Et enfin, on suit la mise en place de la tutelle pour la fille. Nous, quand on parle de suivi de mise en place, ça veut dire qu'en fait, on appelle greffe du tribunal pour savoir où ça en est. On ne peut pas faire voilà, on peut pas faire plus. Là, en septembre-octobre, mise en place de la mesure. Donc, on apprend qu'il y aura une sauvegarde de justice. Je pense que du coup, là, vous avez bien compris ce que c'était. Il n'y a pas de... La sauvegarde de justice est en place. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est contacter la nouvelle mandataire pour l'informer un peu de la complexité de la situation. Alors attention, on n'a pas vraiment un avis à donner et ce n'est pas à nous de décider après ce qui sera fait, mais du moins un échange avec la mandataire, lui expliquer déjà tout ce qu'on a pu faire, etc., peut lui permettre de, voilà, déjà d'avoir une vision un petit peu de la situation. Et après, comme sur chaque situation en sauvegarde, la mandataire effectue une visite à domicile avant d'évaluer la situation le 20 octobre 2023, et puis elle fait le lien avec Madame la juge des tutelles. Avant que le DAC se retire complètement de la situation, on fait ce que j'appelle une RCP de clôture en décembre 2023. Donc, on reprend les mêmes, on recommence. Tous les intervenants, tous les professionnels de la situation, cette fois-ci en présence des patientes. On en a parlé au début, on recueille quand même les besoins, bien sûr, de la patiente. C'est toujours quand même le patient qui est un peu au cœur de son projet. Donc là, ça permet aussi aux patientes d'identifier le qui fait quoi, quel est leur rôle et les missions de chacun. Et ça permet aussi de redéfinir en même temps les rôles des professionnels. On transmet à ce moment-là le PPCS, donc le projet de vie, le plan de personnalisé, et le compte-rendu de RCP aux intervenants et à la patiente. À cette RCP, on invite également la médiatrice santé du secteur pour l'informer de la situation et puis qu'elle puisse prendre éventuellement un relais si nécessaire. Je précise qu'une clôture au DAC n'est jamais définitive, donc ça veut dire que si la situation venait à changer, si la situation venait à se redégrader ou s'il y avait une nouvelle problématique médicale, la situation peut être réouverte par un professionnel ou les patientes elles-mêmes. Et on peut réassurer un rôle de coordination si besoin. Eh bien, merci.